monsieur, bonsoir. Le textile marocain entre dans une phase de transformation industrielle, commerciale et aussi géopolitique. Et la bataille est de repositionner le Maroc dans les nouvelles chaînes de valeur mondiales. L'enjeu est grand quand on sait que le secteur reste le premier employeur industriel du royaume et représente environ 10% des exportations historiquement tournées bien sûr vers le voisin européen. Le secteur commence à prospecter de nouveaux horizons. Car pendant des années, la logique dominante reposait essentiellement sur les coûts compétitifs. Eh bien, les critères deviennent beaucoup plus complexes. On exige maintenant la rapidité de livraison, la conformité environnementale, la traçabilité et aussi la résilience logistique. Et même la stabilité politique compte aujourd'hui pour les acheteurs, notamment nord-américains. C'est là que l'accord de libre-échange avec les États-Unis prend une dimension stratégique nouvelle. Car depuis 2006, le Royaume reste le seul pays africain avec un accord de libre-échange avec Washington. Mais cet avantage commercial est resté partiellement exploité dans le textile notamment. Et ça, c'était avant. Les industriels marocains regardent de plus en plus vers le marché nord-américain. D'ailleurs, et selon le dernier rapport de la Banque mondiale, les provinces du Sud prennent dans cette stratégie une importance particulière, car Dakhla, Laayoune ou encore Tarfaya concentrent plusieurs atouts, pour ne citer que l'énergie renouvelable, bientôt un accès atlantique avec tout le potentiel logistique que cela implique, et bien sûr du foncier industriel. Beaucoup de foncier industriel à des coûts défiant toute concurrence. Alors le textile devient progressivement, de facto, un outil d'intégration économique dans la façade atlantique marocaine. Alors quels sont les prérequis et comment les PME marocaines peuvent suivre cette orientation stratégique? Une fois prêtes, comment ces entreprises pourront conquérir le plus grand marché mondial de l'habillement qui pèse pas moins de 350 milliards de dollars? Pour répondre à ces questions, on ne peut plus d'actualité. Je reçois sur le plateau ce soir le président régional de la région Casablanca de l'Association marocaine des industries de textile et d'habillement, Faisal Ahmadi. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous et de répondre à nos questions. Nous avons également avec nous un expert en intelligence économique. Il est partenaire au cabinet de conseil Forvis Mazars. Tarek Rifkak, bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter et j'ai le plaisir aussi d'accueillir sur le plateau de questions d'actu ce soir Dikra Ait Nasser. Elle est directrice générale et fondatrice de Tactical Tactics, une agence de business development B2B spécialisée dans la connexion entre industriels marocains et marchés nord-américains. Bonsoir Dikra Ait Nasser. Bonsoir. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter avec ce si généreux sourire. Et puis, parce qu'il y a une bonne nouvelle aussi pour le textile marocain, je pense que vous allez certainement partager avec nous cet optimisme que vous avez pour ce secteur textilien marocain. Mais avant l'optimisme, parlons réalisme, parlons diagnostic aujourd'hui, messieurs. Comment se porte le textile marocain ? Je me permets de donner quelques chiffres complémentaires par rapport à votre introduction. Le secteur textile, c'est 235 000 familles qui vivent dans ce secteur, c'est 15% du PIB industriel marocain et c'est 45 milliards de dirhams d'exportation. Effectivement, les chaînes de valeur mondiales sont en train de se réorganiser, de se reconfigurer et le Maroc aujourd'hui a un atout très important pour jouer une carte importante dans la carte mondiale et dans la supply chain mondiale du textile. On a des atouts importants, notamment la proximité de l'Europe, avec 14 km de mer qui nous séparent de l'Espagne, c'est un atout, équipé avec le port de Tangemed, c'est un atout majeur dans la supply chain, parce que tous les clients aujourd'hui cherchent à maîtriser la supply chain, à stocker moins, parce que le coût global des achats sont énormes, donc on n'est pas toujours dans le prix d'achat, mais aussi dans ce qu'on appelle un prix complet. Très bien. Autre son de cloche de l'expert en intelligence économique, vous êtes Tarek Rifkak. Bon, je suis totalement aligné avec C. Ahmadi. Maintenant, notre structure d'exportation du secteur du textile elle est assez particulière, très orientée Europe. Oui. 70% de nos exportations vont vers l'Union européenne, en particulier vers l'Espagne. Donc, cette reconfiguration va jouer quelque part un effet de levier pour nous pousser à diversifier nos marchés, aller davantage vers les États-Unis, pour ne citer que ce continent. Alors, quelle est, selon vous, la place du Made in Maroc dans le monde ?
Aujourd'hui, vous avez parlé de 70% vers l'Europe, mais est-ce que le Maroc, ou le produit marocain, le t-shirt, jean, chemise made in Maroc, elle a sa place dans le marché mondial hors Europe? Non, clairement, il y a sa place. Après, il y a des règles d'accès au marché, Oui. Il y a des fonctionnements, des logiques de nos opérateurs économiques qui font qu'il y a une tendance naturelle à exporter vers l'Union européenne. Oui. Mais quoi qu'il en soit, notre tissu industriel reste modeste comparativement à d'autres puissances dans le secteur du textile, si on parle de l'Inde, du Bangladesh ou de la Chine. Ou de la Turquie. Ou de la Turquie, absolument. Alors, j'aimerais qu'on éclaircisse un point très important. Est-ce que nous sommes toujours dans la logique de sous-traitance? Oui ou non? Alors, au Maroc, il y a les deux business models qui sont la sous-traitance et le produit fini. Et chaque business model a ses atouts, a ses avantages et ses inconvénients, bien évidemment. Mais globalement, plus de 80% des entreprises marocaines sont orientées vers la sous-traitance, vers un client principalement en Espagne et qui aujourd'hui sont basés dans des usines basées à Meknès, à Fès, dans toutes les régions, à Casablanca et à Tanger, et qui emploient, qui sont des systèmes rentables, mais par contre avec faible valeur ajoutée et une très faible rentabilité. Mais il y a aussi des entreprises qui font du produit uni, basées principalement sur Casa plus que la région de Tanger, et qui ont du succès sur plusieurs produits. La difficulté aujourd'hui du produit fini, on est limité par l'intégration en amont. On n'a pas beaucoup d'usines de tissus, donc on est très dépendant des importations de tissus, soit de la Turquie, soit du Portugal, soit de l'Asie des fois. Et donc ça freine un peu le développement du produit fini au Maroc. Très bien. Dikra Nasser, comment voyez-vous cette évolution du secteur du textile dans le sens marché? C'est-à-dire quand on voit que la dépendance elle est de 70% vers le marché européen, comment s'ouvrir davantage sur d'autres marchés, d'autant plus qu'on a un avantage compétitif, c'est un accord de libre-échange, le seul sur le continent? Mais d'abord, je pense qu'on doit être orienté marché, c'est-à-dire on doit écouter le nouveau marché qu'on voudrait aller chercher et savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Après, c'était notre démarche à Tactical Tactics, c'est-à-dire qu'on a regardé aussi l'écosystème et effectivement, il était orienté CMT, donc sous-traitance. Maintenant, c'est le cas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il y a plusieurs roadmaps, il y a plusieurs stratégies. Est-ce que le marché américain peut accepter la sous-traitance? C'est un non, parce qu'il n'y a pas de raison pour eux de changer de l'Asie vers un marché qui est plus compliqué. C'est à nous de vraiment faire des efforts, c'est des restructurations. C'est pour ça qu'au niveau de Tactical Tactics, on est allé travailler avec des industriels de moyenne et petite taille, parce que c'était la première phase pour rentrer sur le marché nord-américain. Donc, une des petites commandes, un premium markets, donc on parle d'un t-shirt à $150, $200. Là, on aura plus de chances d'aller chercher, parce que si on n'a pas une valeur ajoutée, si on n'a pas une offre qui est intéressante pour ce marché. Et ce qui est intéressant pour le marché américain, parce que tout le monde parle du marché américain comme un grand marché, mais c'est un marché non homogène. Donc, on va trouver les petits poissons, les requins. C'est à nous de se positionner et de dire c'est quoi les petits pas qu'on peut aller faire. Oui. Alors, c'est intéressant, vous parlez d'un... Alors, ce que vous dites, en fait, il faut plus miser sur la qualité que la quantité. Je ne dis pas que la qualité des produits marocains pas chers est moindre, mais en tout cas, c'est-à-dire cibler vraiment des produits premium. Moi, je me dis, c'est que les deux pays, pour qu'ils travaillent ensemble, on devra faire du matching. Et du coup, qu'est-ce qu'on a réellement et qu'est-ce qu'on peut offrir à ce marché ? Et comment on peut aller l'attaquer? Aujourd'hui, si on a une faiblesse dans la chaîne d'amont, ça veut dire qu'on ne peut pas aller chercher les gros groupes. Il n'y a pas de raison pour eux d'aller vers un pays qui n'a pas une chaîne verticale. Mais il y a d'autres marchés, c'est des marchés des niches. Comme il a dit tout à l'heure, M. Elfkek, ces marchés de niche, ils sont de gros marchés pour nous. Oui. On parle des États-Unis, c'est 300 millions et plus de consommateurs. Donc, c'est vraiment une question de positionnement. Il y a d'autres pays qui l'ont fait. Portugal aujourd'hui, avant c'était le Vietnam, c'est des pas à construire. Les États-Unis, ce n'est pas un marché où on va aller agressivement, on doit construire avec eux. Ils ont beaucoup de choses à apprendre de nous parce qu'ils ne nous connaissent pas. Et nous aussi, on a beaucoup de choses d'apprendre vers eux. Et c'est pour ça que je pense aujourd'hui dans l'industrie textile ou autre, c'est important d'aller chercher de construire des structures
d'agrégation comme la nôtre. Chacun doit faire vraiment sa part seule pour aller chercher ce grand marché. Oui, on va après parler vraiment de la perspective purement entreprise et puis votre retour d'expérience avec les entreprises marocaines. Mais avant, je voudrais parler de cette compétitivité. L'environnement est extrêmement compétitif. On a parlé de quelques noms tout à l'heure. Eh bien, la Turquie conserve quand même cette avance importante sur les délais et la profondeur industrielle. Pourquoi ? Alors, je me permets de corriger. La Turquie est en perte de vitesse ces 2 dernières années pour plusieurs raisons, notamment l'inflation. Mais reste en avance par rapport au Maroc. Par rapport au Maroc, vu l'intégration du secteur textile turc, effectivement, c'est un pays très intégré. On peut trouver tous les tissus qu'on veut, on peut trouver tous les accessoires qu'on veut. C'est un pays qui a aussi les avantages de nearshoring proche à l'Europe. Donc c'est effectivement un très bon modèle de comparaison. Mais les avantages du Maroc, c'est un grand savoir-faire de confection avec la faiblesse de manque d'amont. Et c'est pour ça qu'il y a une complémentarité dans l'écosystème régional par rapport à l'Europe entre la Turquie et le Maroc. Moi, je le vois plus une complémentarité maintenant pour offrir des solutions à nos clients qu'une compétition entre les deux pays. Même si le ministre de l'Industrie a dit que les Turcs avaient écrasé les industriels marocains de 58-0. Il parlait du marché marocain, sur le marché domestique, par rapport aux importations massives justement de la Turquie. Et effectivement, la concurrence de l'offre marocaine par rapport à l'offre turque, et qui profite de beaucoup de subventions de l'État turc, n'a pas lieu. C'est justement là où il y a une discussion par rapport entre les deux pays. Donc s'il n'y avait pas les subventions de l'État turc, le produit marocain serait compétitif avec le produit turc? Plus compétitif, de toute façon. Et qu'est-ce qui manque pour développer totalement cet écosystème? Qu'est-ce qui manque pour développer l'amont? Alors, depuis 40 ans, je pense que les industriels marocains ont sous-investi dans le textile amont, pour plusieurs raisons. Il y avait du textile en amont dans les années 80-90, et suite à l'ouverture du marché européen, les entreprises de l'amont marocaines ne sont plus compétitives, donc il y avait beaucoup de fermetures d'usines en amont. Deuxième facteur aujourd'hui, c'est que c'est un investissement très capitalistique. C'est pas comme la confection, où l'accès à l'investissement, c'est quand même très réduit. Et la technologie, justement, et le savoir-faire qui ont beaucoup évolué depuis 30 ans, le Maroc n'a pas suivi malheureusement le cap sur l'industrie en amont. Alors, je me tourne vers Tarek. Mais par contre, si vous permettez, dans la stratégie de l'amont, un pilier important pour nous, dans notre stratégie, c'est de pousser justement les investissements en amont et encourager les investisseurs étrangers à investir dans l'amont. Et récemment, je pense dans les 2 dernières années, il y a de très bons investissements, d'ailleurs chinois et turcs, qui se passent au Maroc. Oui, absolument. Comment attirer davantage d'investissements étrangers dans l'amont en sachant qu'il y a tout à faire, Tarek Foukek? Alors, avant de répondre à la question, j'aimerais juste rebondir et aller dans le sens de ce qu'a dit Seyed Ahmedi. Il y a une particularité de notre relation avec la Turquie en réalité. Ils nous fournissent pratiquement 30% de nos intrants d'amont pour notre secteur de textile. En même temps, ils se positionnent comme concurrents sur le marché domestique et comme concurrents sur les marchés internationaux. Et parmi les motivations de l'accord de libre-échange entre le Maroc et la Turquie, il y avait cette question de facilitation, de pouvoir importer de l'amont, du textile, à partir de la Turquie, avec des droits de douane extrêmement faibles. Et au final, ils se retrouvent nos concurrents directs sur notre propre marché et sur le marché international. Ironie du sort. Voilà. Très bien. Alors, si on devait parler d'investissement, parce qu'on a entendu que maintenant les Turcs, il y a eu quand même ce coup de gueule marocain d'imposer un certain quota d'investissement turc pour composer ou amortir ou peut-être améliorer davantage ce rapport qui n'est pas très équilibré entre le Maroc et la Turquie. Qu'en est-il des autres investisseurs? Est-ce qu'aujourd'hui, le marché est prêt pour accueillir de nouveaux investisseurs pour l'amont?
Je pense clairement oui. Maintenant, après, les industries doivent être suffisamment compétitives et pouvoir accéder au marché. Parce que, comme ça a été souligné, c'est des investissements qui sont assez lourds, assez capitalistiques. Donc, il faut une taille de marché suffisante pour pouvoir les absorber. Donc, derrière, il faut viser aussi bien la production sur le marché local, mais également être fournisseur de d'autres industries textiles, pourquoi pas en Afrique. Si vous permettez, moi je peux compléter par rapport à la France. Aujourd'hui, les freins pour beaucoup d'investissements au Maroc dans l'amont, d'abord c'est le foncier. C'est un vrai frein par rapport aux investisseurs étrangers. C'est pour ça que j'ai parlé de... C'est un avantage, c'est une opportunité dans les provinces du Sud. Oui. Surtout avec le lancement prochain, Inch'Allah, du port d'Akhla Atlantique. C'est-à-dire que ce n'est pas le foncier qui manque dans les provinces du Sud. Oui, justement, mais par contre, l'investisseur, quand il vient au Maroc ou dans un pays pour investir, il faut qu'il trouve l'écosystème, la solution complète. C'est bien d'avoir un port, c'est bien d'avoir un foncier, il faut avoir le capital humain qui est à côté, il faut trouver toute la logistique nécessaire pour acheter les accessoires à côté. Donc, il faut vraiment donner à cet investisseur une solution complète. Plug and play pour ne pas perdre de temps, justement. Donc, l'accès à l'eau aussi, pour l'amont, c'est une problématique importante. Le coût énergétique est très important. Maintenant, avec les nouvelles exigences de décarbonation, il faut présenter une offre d'énergie verte, etc. Donc mais ça peut être un avantage compétitif, parce que quand on voit par exemple le Maroc, il a quand même un avantage compétitif en termes d'énergie verte, de développement de celle-ci par rapport à ses concurrents, pour ne citer par exemple que l'Égypte ou le Bangladesh, qui sont très agressifs aussi sur le marché, qui sont très concurrentiels. Oui, c'est pour ça le potentiel du Maroc est énorme. Il faut attendre maintenant 2, 3, les 5 des prochaines années pour concrétiser ça réellement. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'accès à l'énergie verte directement. Aujourd'hui. Pourquoi ? On n'a pas encore la logistique nécessaire. Il n'y a pas encore les projets. Je pense que les projets d'hydrogène vert ils viennent de commencer. Je n'ai pas assez de détails par rapport à ça. Est-ce que c'est un coût supplémentaire que l'industriel aujourd'hui n'est pas en mesure de supporter ? Marocain, bien sûr, je parle de l'industriel marocain. Au contraire, c'est pas... Le premier constat, c'est que le coût énergétique maintenant est très élevé. C'est presque 2 fois ou 3 fois le coût énergétique. Mais pour opérer, par exemple, le changement vers des énergies vertes, est-ce que cela nécessite un investissement ? L'offre aujourd'hui n'existe pas. On entend beaucoup parler d'investissements dans le sud, dans l'éolienne, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'offre directe pour les industriels. Quels sont les prérequis justement pour les acheteurs américains aujourd'hui, d'Ikra et Nasser ? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un marché non homogène. Donc, on parle de qui ? De quel pipeline justement ? Est-ce qu'on parle de la grande distributeur où l'exigence est très haute, ou on parle des commandes pour nous assez grandes, mais pour eux, c'est des petits marchés ? Donc, on peut avoir de tout. Mais est-ce qu'ils ont des exigences aussi comme l'Europe, par exemple, le décarboné Dans le textile, non. Ouais. C'est un marché particulier, c'est-à-dire que l'Europe, parce que je suis aussi multiproduit, si on parle de cosmétiques, le marché européen est très difficile, alors qu'aux États-Unis, on peut exporter les produits cosmétiques très facilement. Le seul où les exigences sont très, c'est-à-dire les prérequis peuvent être bloqués en export, c'est le food, c'est l'agroalimentaire. À part ça, le textile et le cosmétique, c'est un marché très ouvert. Donc en fait, même pour les industries qui n'ont pas réussi à décarboner à temps avec les exigences européennes actuelles, le marché américain reste ouvert. Le marché reste ouvert, mais est-ce qu'il est accessible ? Alors, le mécanisme des États-Unis, il fonctionne par pipeline. C'est-à-dire que si je voudrais travailler sur un pipeline de la grande distribution, ce n'est pas ouvert et la chaîne est décomposée. On va trouver le distributeur, l'importateur, le courtier, l'agent local au Maroc. Il y a toute une chaîne. Donc, l'industriel, il doit être capable de comprendre, parce que aussi, ce qu'on a trouvé, nous, autant que Taxix au Maroc, il n'y a pas cette culture-là. Pourquoi je vais donner tant de commissions à tous ces gens-là ? Oui. Le marché américain, il est comme ça. Chacun a son rôle, la supply chain est décomposée de plusieurs personnes au milieu. Donc la logistique, il y a le distributeur, il y a l'importateur, il y a les gens qui vont faire...
c'est toute une chaîne. Si on parle d'une petite marque qui est à New York, avec un bon volume, elle peut sourcer quelques millions. Qu'est-ce que vous appelez pour bon volume? Pour qu'on ait peut-être une idée sur les chiffres, sur la quantité, sur ce volume-là. C'est-à-dire pour qu'est-ce qui est un petit volume pour les Américains que peut-être au Maroc, on va voir, oh non, mais c'est pas si petit que ça. Exact, oui. Alors, une petite marque avec 5 salariés, elle peut être autour de 20 millions de dollars. Dans son chiffre annuel. Elle peut sourcer à peu près 5 millions de dollars facilement. C'est une petite marque. Oui. C'est... Sans exigence. Ces marques-là, c'est sans exigence. Sans exigence. Tariq Fkak, sur ces exigences-là, est-ce qu'on est en mesure de prendre cette opportunité et peut-être aller chercher ce marché qui n'a pas autant d'exigences que le marché historique européen? Oui, clairement. Maintenant, il faut connaître les circuits de distribution. Il faut pouvoir s'appuyer sur des entreprises qui vont faire de la mise en relation. Il faut de la promotion du Made in Morocco. Il faut qu'on soit dans le top of mind des brokers pour qu'ils pensent à nous pour aller sourcer chez nous. Comment on est dans le top of mind d'un broker? C'est une très bonne question. Comment est-ce qu'il faut les inviter, leur faire visiter le royaume? Comment ça se passe? D'abord, il faudra qu'ils connaissent le Maroc. Ça commence avec un pays. Pour eux, quand on source pas parce qu'on connaît cette personne ou cette personne, on source parce qu'on connaît ce pays-là. Il faudra vraiment positionner le Maroc. Maintenant, qui va le faire? Chacun, moi, je me dis à son niveau, c'est ce qui se passe aujourd'hui comme Tactical Tactics. On a eu l'initiative d'organiser un événement de 4 jours. On a invité 30 acheteurs et courtiers. Ils sont venus, on a fait tout un programme, une immersion culturelle, même si ce n'est pas vraiment business, mais il fallait vraiment créer ce lien émotionnel parce que ça reste des humains, donc ils vont découvrir un nouveau pays avec une nouvelle culture. C'est différent de l'Asie, c'est proche, ils ont fait l'expérience de l'avion, ils ont trouvé que finalement c'est pas aussi loin. C'est développer la perception. Tout à l'heure, vous avez parlé de est-ce que le Made in Morocco, il a sa place dans le monde. Donc, pour avoir sa place, il faudra développer la perception sur le Made in Morocco. Ce n'est pas... Pour eux, c'est vraiment l'Afrique. Et l'Afrique, ils ont une image sur l'Afrique. Donc, c'est comme, je donne toujours cet exemple, c'est comme si je vous dis, je vais travailler pour vous et je vais m'occuper de sourcing pour votre téléphone. Et je vous dis, je vais faire le sourcing en Allemagne. Et le lendemain, je change de pays et je vous dis, je vais faire finalement le sourcing dans un autre pays africain, je ne vais pas nommer, tout de suite, vous allez vous poser des questions parce que vous avez une perception sur ce premier pays et la perception sur ce deuxième pays. Donc, si on veut aller vraiment chercher ces courtiers ou ces acheteurs, ils doivent connaître le Maroc en premier, ses capacités. Pour eux, c'est sûr, moi je ne vends jamais le Maroc comme une solution à la Chine, mais je leur dis, je donne toujours une comparaison, je leur dis, est-ce que vous avez la production locale? Nous, on est mieux que la production locale. Oui. On est entre le local et l'Asie. Donc, considérez ce pays-là comme une solution. Alors, outre l'humain, que propose concrètement aujourd'hui le Maroc à ses acheteurs, Tariq Fkak? Aujourd'hui, il y a eu, il ne faut pas le cacher, il y a eu pas mal d'efforts en matière de promotion, que ce soit vers les États-Unis ou vers les autres marchés. Il y a un travail qui est fait par l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations en matière de promotion. Il y a plusieurs missions d'hommes d'affaires qui ont été faites. Il y a des contrats-programmes qui sont signés entre le ministère chargé du commerce extérieur et les associations professionnelles. Et les fédérations professionnelles, au titre de la MIT, font énormément de travail en matière de promotion pour vendre justement le produit marocain ou le Made in Morocco dans le domaine du textile. Maintenant, ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas une seule action qui va faire changer le mindset ou se mettre dans les radars des brokers. C'est une action qui est continue, c'est des incoming missions d'opérateurs, c'est des incoming missions de journalistes qui travaillent dans les domaines. Il faut qu'on puisse paraître dans les radars de ces brokers pour qu'ils pensent à nous. Au-delà, bien entendu, de la relation humaine et d'une sympathie pour le pays Maroc. Oui, mais sympathie, oui, c'est bien pour attirer, mais après, il y a le service après-vente, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, on attire, parce que finalement, c'est un investisseur aussi. Il faut livrer. Est-ce qu'on est capable de livrer aujourd'hui avec les standards
que demande le marché nord-américain. Aujourd'hui, il y a une réalité par rapport à l'accord de libre-échange entre le Maroc et les États-Unis, c'est que malheureusement, les règles d'origine dans cet accord, c'est ce qu'on appelle la triple transformation. Ça veut dire que le fil, à partir du fil, ça doit être marocain ou américain. Et ça freine complètement justement cet accord de libre-échange. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de flux de commerce entre les États-Unis et le Maroc dans le textile. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres Donc il faut développer l'amont. C'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure du développement de l'amont. Premier pilier, que ce soit pour l'Europe, dans l'accord de libre-échange avec l'Europe, c'est la double transformation. Oui. Mais c'est encore plus exigeant avec les Américains, c'est triple transformation locale. Donc c'est quand même plus contraignant que l'accord avec l'Union européenne. Les marges de manœuvre qu'on a aujourd'hui, au sein de l'AMIT, on travaille sur plusieurs pistes. La première, c'est d'augmenter ce qu'on appelle la liste négative, ou la short list supply, pour donner davantage à plusieurs nomenclatures douanières pour faciliter l'accès au marché américain. Deuxième piste, c'est ce qu'a fait l'Égypte et la Jordanie avec l'accord de QIZ, c'est Qualified Industrial Zones. Donc ça, c'est une piste que nos diplomates sont en train de négocier, etc., entre les affaires étrangères marocaines et américaines. J'espère que le Maroc aussi soit positionné. Et parmi les solutions justement qu'on a proposées, c'est justement dans la région du Sud, avec le port atlantique, avec une intégration africaine, aussi ouverte aussi pour l'Europe, avoir des tissus européens pour livrer le marché américain. C'est une proposition que l'AMIT a déjà faite pour les Américains. Ils sont en train d'étudier. D'autant plus que l'accord de libre-échange va être révisé dans les mois qui viennent. Les discussions ont déjà commencé. Alors, c'est pour ça que je parlais de géopolitique tout à l'heure, parce qu'in fine aussi, il s'agit là de réduire la dépendance aussi des Américains, même si bien sûr nous n'allons pas atteindre la capacité de production du géant chinois ou l'agressivité du Vietnam ou du Bangladesh, mais on a une carte à jouer. Alors, comment capitaliser sur cette carte Alors, on a parlé des prérequis des entreprises. D'abord, que manque aux entreprises pour atteindre ces prérequis Le deuxième pilier dans la stratégie de l'AMIT, à part l'intégration de l'amont, c'est la montée en gamme. Je pense que ce pilier est hyper important. On en parle tous parce que le positionnement produit, comme a dit Dekra, est très important. Ce soit des entreprises qui vont se positionner sur des niches vers le premium, par exemple. Et là, il n'y a pas la guerre de prix, on n'est pas concurrent au Bangladesh, on ne sera jamais sur les prix. Exact. Sachant que le SMIC au Maroc, c'est 3 fois ou 4 fois plus que le Bangladesh. Donc, on a notre carte à jouer dans notre positionnement de produits. Il y a toujours de la demande dans plusieurs niches. Il faut juste trouver la bonne solution pour le positionnement produit. Donc, mais est-ce que vous, en tant qu'industriel, vous êtes prêt à opérer ce shift de positionnement par rapport à ce que vous produisez? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes prêt à viser la niche plus que le volume? Ça. Oui, justement, c'est ça, c'est la stratégie. C'est la stratégie. Oui, pourquoi, comment Alors, c'est la stratégie de chaque entreprise. Oui. C'est pas évident, justement, de faire cette transition entre, par exemple, les entreprises entre premier prix et premium. C'est un travail à faire, c'est une montée en gamme, que ce soit en organisation industrielle, que ce soit en sourcing matière, que ce soit en merchandiser, chef de produit. C'est tout un travail à faire pour switcher entre une organisation premier prix vers une organisation premium. Ça a un coût. Comment? Et ça a un coût, j'imagine. Bien sûr. Et là, c'est pour ça que c'est important aussi l'accompagnement des entreprises pour faire ce changement. Quel genre d'accompagnement, c'est Ahmadi? Un accompagnement en compétences. Donc ça, c'est très important. On va revenir par rapport au capital humain. Oui. Travailler avec le marché américain, il faut des gens qui parlent anglais déjà. Bien sûr. Qui comprennent les basiques du textile, qui vont savoir lire un dossier technique, qui vont comprendre c'est quoi un technical file, etc. Ce sont des métiers. Aujourd'hui au Maroc, on a une école d'ingénieurs qui s'appelle les IT, ce qu'on a en middle management, le besoin en middle management, il est très bien, et l'AMIT est actionnaire dans cette école. Donc, on arrive à adapter le besoin des formations par rapport aux besoins des industriels, comme on est acteur justement dans l'école. Mais ce n'est pas suffisant. On a un manque, par exemple, dans les designers, même si on a une école Casamoda ou notre école Collège La Salle, mais ce n'est pas suffisant par rapport aux besoins de l'entreprise. Les métiers changent aussi. Oui. Avec l'intelligence artificielle, maintenant, tous les outils technologiques, tout ça change.
Et il faut justement adapter la formation, ce capital humain, par rapport aux nouveaux métiers et aux nouveaux besoins de l'entreprise. Le capital humain pour suivre cette montée en gamme, est-ce qu'il faut davantage d'instituts? Est-ce qu'on est, au niveau des politiques publiques, conscient de l'importance de monter en gamme, non seulement dans l'aéronautique, et on l'a vu avec Safran, ou encore dans l'automobile, on a ces écosystèmes, on forme que ce soit les techniciens ou aussi les ingénieurs, mais est-ce qu'on est conscient de l'importance du textile? Avec ces 235 000 familles, mais pas que, on parle de 10% des exportations, avec une concurrence de plus en plus solide. Très bien, alors on aime la vie. C'est qu'aujourd'hui, le secteur du textile, contrairement au secteur de l'automobile ou de l'aéronautique, qui a bénéficié de mise en place d'écosystèmes, de structurer le secteur, d'organiser la chaîne de valeur, le textile n'a pas bénéficié de cette chance-là, quelque part. Donc, je pense qu'il y a ce travail-là à faire également pour se positionner. Vous avez parlé de positionnement produit, pour positionnement marché. Vous avez parlé tout à l'heure de la question des positionnements sur des niches. Tout à l'heure, on en discutait. La plus petite niche sur le marché américain, c'est 100 fois notre capacité de production de textile au Maroc. Donc, c'est-à-dire, on a 5 millions de dollars qu'évoquait tout à l'heure Madame Aït Nasser. Exactement. Oui. C'est-à-dire, on a de la marge pour structurer une offre, la positionner sur les niches, la positionner sur un marché, et de manière naturelle, le besoin en formation, en capital humain pour répondre à quelque chose qui a déjà un marché, qui est déjà positionné, viendra de manière totalement naturelle. Qu'est-ce qui manque à cet écosystème aujourd'hui? Je vais poser la question à Dikra Aït Nasser, mais aussi, je vous laisse peut-être d'abord... C'est des choix stratégiques. On investit sur l'amont ou pas, sur quel type de produit, pour quel marché, de quelle manière, à quel coût, premium, travail à façon, quel est le choix. Aujourd'hui, on n'a pas l'impression, avec un regard externe, qu'on a des choix qui ont été faits pour avoir un positionnement clair, une stratégie claire du secteur. Très bien. D'ailleurs, c'était le débat sur la compétitivité du secteur après cette polémique, après cette déclaration du ministre. Et c'était la réaction de la MIT, c'est qu'on ne peut pas affirmer qu'un secteur qui fait vivre des dizaines de milliers de familles n'existe plus dans le débat industriel. C'était la réaction des professionnels. Que manque-t-il à cet écosystème textile pour qu'il puisse répondre à ce besoin, à cette demande? Moi, je vais parler plus approche commerciale. Je pense que c'est vraiment notre domaine. Je trouve qu'il faudra comprendre le nouveau marché. C'est une culture. L'Américain, il a l'habitude de faire affaire avec l'Asie. C'est une rapidité. Le Chinois, il le comprend bien. Il anticipe à sa place. Il ne fait pas, lui, beaucoup d'efforts. Alors que quand on vient au Maroc, on a l'habitude de travailler avec l'Europe. C'est des donneurs d'ordre avec une autre structure. Ils nous donnent tout. On n'a qu'à faire. Donc la sous-traitance. C'est la sous-traitance, mais je ne parle même pas de la sous-traitance, je parle vraiment de l'approche commerciale. C'est-à-dire que l'Américain, il ne va pas nous donner toute l'information. C'est des fois, son idée à lui, elle n'est pas complète. Il n'est pas sûr à 100%. Alors, l'offre commerciale, elle doit être polyvalente. Et nous, on fait le push. Le Marocain, il n'a pas l'habitude de faire le push. Il n'est pas dans la proactivité. Il n'est pas dans le « je vais aller chercher ce marché ». Il est dans le « est-ce que la commande est venue, comment elle est, il y a un manquement ». Donc le mindset doit un peu changer si on veut attaquer ce marché-là, parce qu'il est complètement différent. Ça n'a rien à voir avec l'Europe. Mais comment on change un mindset ? Je rejoins M. Ahmadi quand il a dit qu'il faut des formations, effectivement, des designers, des merchandisers, mais des gens qui, si on est en train de les former pour répondre à des donneurs d'ordre européens, on doit aussi inclure qu'il y a un autre marché à part l'Europe. C'est-à-dire que on est face aujourd'hui à un manque de profil dans le secteur. Pour les États-Unis, moi je trouve que... Faisal Ahmadi. Est-ce qu'on manque de profil ou on manque de quantité de
Non, personnellement, je pense que la première contrainte, c'est l'accès au marché américain qui demande un effort commercial, comme a bien dit Mme Dikara, qui demande une présence. On n'était pas très présent pour le marché américain. Il a la contrainte de la triple transformation. Il faut trouver la solution pour ces grands freins pour attaquer justement un potentiel, un marché important et voir quel est notre positionnement dans ce marché. C'est ça, c'est très important. Mais sans avoir ces solutions pour ces grandes contraintes, c'est quasiment impossible d'attaquer ce marché parce qu'on est limité par les règles, justement, les règles d'origine. Donc, en fait, c'est une méconnaissance du marché. On n'est pas très présent, on ne connaît pas très bien le marché. C'est pour ça qu'on essaye de faire des salons au moins une fois par an, dans le salon, par exemple, Première Vision à New York. On essaie d'organiser des missions B2B avec le marché américain, mais en amont à toutes ces actions promotionnelles, même si tu es le meilleur commercial du monde, si les bases du commerce ne sont pas là pour qu'il soit compétitif, il va pas se développer. Donc c'est pour ça qu'il faut revoir les règles d'origine. Pour moi, ça c'est important. Deuxièmement, ou trouver une solution comme le KIZ, ou augmenter la liste négative des produits qui auront accès au marché américain. Ça, c'est important, justement, pour faciliter l'accès. Sinon, c'est très compliqué. Parce qu'on ne joue pas seul, on joue avec une cartographie mondiale. La réactivité, il y a le pays de l'Amérique centrale qui va livrer les États-Unis plus rapidement. Plus vite, ouais. Donc, il faut que le client trouve la valeur ajoutée du Maroc pour développer soit le prix, soit la réactivité, soit la niche, un positionnement sur le premium qu'il ne va pas trouver au Bangladesh ou au Pakistan. Mais on coche beaucoup de cases. Beaucoup de cases dans ce que vous C'est compliqué d'évoquer. Le secteur textile. Non, mais c'est-à-dire, en théorie, sur le papier, on coche vraiment toutes les cases. Il y a même la connectivité, bien sûr, on a déjà Tangemed qui est déjà opérationnel, avant le port d'Akhla Atlantique. Qu'est-ce que vous pensez, Dikra Ait Nasser, sur le fait que nous avons un produit qui peut trouver sa place, mais aussi grâce à des initiatives telles que celles que vous venez d'acter, n'est-ce pas, cette semaine, mais elles restent à très petite échelle. Oui, est-ce qu'on peut parler d'un avenir pour les produits marocains sur le marché américain? C'est-à-dire voir à plus grande échelle cette initiative. Oui, par rapport à nous, c'est une structure d'agrégation pour 33 industriels, mais effectivement, pour développer ce marché-là, il faut un grand effort, il faut un écosystème, comme il a dit M. Ahmadi. Moi, je parle souvent d'approche commerciale parce que je trouve que les États-Unis, le marché, il est très particulier. Je peux juste citer un exemple par rapport à l'approche commerciale. Ils ont l'habitude de faire affaire avec la Chine. Le Chinois, il répond 24 heures sur 24. Alors qu'au Maroc, on a l'habitude d'arrêter de travailler quand les heures de travail finissent. L'Américain, il ne comprend pas ça. Pour lui, c'est aussi un manque de réactivité. Ce n'est pas juste la livraison qui compte comme réactivité. Alors il y a beaucoup de changements à apporter, de mindset, d'écosystème. Je voudrais parce qu'il y a ce rapport de la Banque mondiale qui vient de paraître et qui met en valeur et qui met la lumière sur le potentiel des provinces du Sud, Talerfkak. Et on l'a vu avec la visite la semaine dernière du sous-secrétaire d'État américain qui a parlé de l'importance de l'investissement dans les provinces du Sud pour les entreprises américaines et que l'État américain allait apporter son soutien à ces entreprises. Est-ce que demain, on pourrait voir une entreprise américaine du textile investir ici au Maroc? Est-ce que cela vous semble réalisable dans un avenir proche? Quels sont les atouts? Quelles sont les opportunités? Et aussi, comment transformer cela pour peut-être attaquer davantage le marché américain en exportation? En théorie, oui. Oui. Maintenant, est-ce que on va dire les États-Unis ont des entreprises industrielles dans le secteur du textile capables de pouvoir venir ici et jouer le rôle de locomotive pour un écosystème? Là, la question se pose. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il y ait un acteur, au moins un grand opérateur qui arrive, sachant que le plus gros
de la consommation américaine dans le secteur du textile, c'est de l'importation. C'est sûr. Voilà. Donc, on parle de 350 milliards de dollars. Exactement. C'est le premier pays importateur de produits de textile et d'habillement au monde. Exact. C'est dire quand même que effectivement le potentiel est là. Mais j'avais aussi fait une autre émission sur les produits agricoles et on se retrouve un peu dans le même face au même mur. C'est-à-dire on dit non mais le marché il est trop grand. C'est-à-dire oui mais pourquoi ça devrait être normalement quelque chose de positif. Oui, mais il y a Pourquoi ça vous freine, vous, en tant qu'industriel? Il y a déjà des entreprises qui exportent pour le marché américain aujourd'hui. Oui, oui, non, mais... Dans le textile, que ce soit dans les dénis, oui, dans la maille, etc. Il y a des entreprises qui arrivent à avoir des commandes, à avoir des clients sur le marché américain. Maintenant, il n'est pas très connu. Historiquement, il y a plus de facilité à travailler avec un Européen qu'avec un Américain. C'est notre histoire, c'est notre relation avec la France, c'est la proximité avec l'Espagne, etc. C'est ce qui a fait que c'est aussi l'accord de libre-échange, plus simple que les États-Unis, les certifications qui sont aussi différentes. Il y a une adaptation à faire au niveau, peut-être que s'il y a un investisseur américain qui vient et qui investit ici, avec l'accord de libre-échange, peut-être que si on sait que l'accord de libre-échange va être révisé, peut-être que c'est un argument aussi pour revoir ce point en particulier. Moi, je suis convaincu absolument que si on revoit l'accord de libre-échange et les règles d'origine de l'accord de libre-échange avec les États-Unis, ça va tout changer. Avec les alternatives que vous avez proposées au niveau de la MIT. Soit par rapport à ces alternatives, soit par rapport à la révision carrément des règles d'origine dans cet accord. Si par exemple pour Parce que clairement, est-ce qu'on peut aujourd'hui produire un 100% marocain, c'est-à-dire du fil au packaging? Malheureusement, non. Il n'y a plus de filature au Maroc, ou très peu. Donc c'est impossible de faire un fil, à partir du fil jusqu'au produit fini, c'est quasiment impossible. Donc dans la chaîne de valeur, qu'est-ce qu'on maîtrise ici? Même mondialement parlant, 50% du fil de coton il est fait en Inde et 50% des fils synthétiques sont faits en Chine. Donc déjà la cartographie mondiale du fil, elle est très limitée à ces deux grands mastodontes. Maintenant, les règles d'origine, c'est important. Si on impose triple transformation dans l'accord, on freine carrément l'accord. Ça sert quasiment à rien parce qu'on sait, et même la filature aux États-Unis, il y en a des filatures aux États-Unis, mais elles sont très peu et sur des spécialités très réduites. Très bien, commentaire, Tariq Fekek. Non, enfin, je partage ce qui vient d'être dit. Maintenant, c'est une question, comme on a dit tout à l'heure, de positionnement, d'accès au marché. Après, les règles d'origine. Aujourd'hui, je ne sais pas quel est le taux en nation la plus favorisée. Je pense qu'il doit être autour de 15% entre le Maroc et les États-Unis, hors accord. Maintenant, si on se positionne sur du haut de gamme, sur des niches, peut-être que ces 15% peuvent potentiellement être absorbés sans grande difficulté. Maintenant, si on essaie de se positionner sur une compétitivité coût à tout prix, oui, effectivement, la question de la règle d'origine, bénéficier de l'accord, joue de manière fondamentale. Donc c'est aussi un choix de positionnement, une question justement de marché. Et vous qui êtes en contact, Ikraït Nasser, avec les industriels marocains, quelles sont leurs craintes, quels sont les freins qu'ils voient à leur positionnement sur le marché américain? Et comment les dépasser surtout? C'est pour ça qu'on est là. C'est vraiment le changement de la sous-traitance vers le produit fini. Parce que on n'a pas, il faut courir. C'est un circuit qui est aussi, qui est quand même pas facile. Importer du tissu, attendre pour l'importation, on est engagé sur des délais, mais on ne contrôle pas quand même la chaîne de valeur. Donc c'est vraiment beaucoup d'instabilité. C'est un circuit d'un champion. Réellement, c'est pour ça que beaucoup d'industriels, ils préfèrent la sous-traitance parce que c'est facile pour eux, parce que lui, il a des charges, il y a une structure précise qu'il suit. Donc, dès qu'on change de structure, ce changement, il sort de sa zone de confort. Et effectivement, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est vraiment les accompagner. Mais comment capter davantage cette valeur ajoutée localement? Pardon? Comment capter davantage cette valeur ajoutée? Par rapport aux produits finis? Oui. Moi, je trouve qu'on a... C'est-à-dire que c'est
c'est primordial. Oui. Aujourd'hui, le produit fini, il est primordial. Il faut qu'on trouve des solutions. Le comment, c'est sûr que je ne suis pas vraiment dans le macroéconomique, mais dans notre démarche à nous, on est allé plus, pour rentrer sur le marché, il fallait qu'on construise cette confiance avec les courtiers pour qu'ils commencent à nous débloquer d'autres circuits plus grands. Et là, je devrais revenir vers le CTTH pour qu'on revoie comment on peut aller chercher ces commandes-là. Très bien. On va revenir, Faisal Ahmadi, avec vous sur un peu le marché de manière beaucoup plus globale et cette nouvelle charte de l'investissement, ce nouveau décret, notamment pour les régions. Est-ce qu'on peut peut-être aspirer aussi à voir le secteur du textile sortir un peu de l'axe Tanger-Casablanca? Oui, effectivement, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, même si vous représentez la région de Casablanca, soit dit en passant, vous êtes président de la régionale de la MIT de la région de Casa. Il y a un constat global dans toutes les régions, c'est qu'il y a un manque terrible de main-d'œuvre. Que ce soit dans la région de Tanger, Fès, Meknès ou Casablanca, on n'arrive pas à trouver maintenant la main-d'œuvre pour le secteur textile pour X raisons. On ne va pas rentrer dans les détails de pourquoi, de désirabilité. Une ou deux, peut-être une ou deux raisons qui vous viennent comme ça à l'esprit. Désirabilité du secteur par rapport à d'autres. Oui. Ça, effectivement, c'est un point important par rapport aux conditions de travail dans le textile. Il y a d'autres secteurs qui ont des conditions meilleures, on va pas, et qui peuvent avoir des avantages sociaux meilleurs que le secteur textile, du transport, de nombre d'heures de travail, etc. Il y a certainement cette question de désirabilité. Parmi les solutions, justement, c'est de sortir des grandes villes et pour former cette main-d'œuvre analphabète. C'est aussi un avantage pour moi important du secteur textile, c'est qu'on peut employer des gens, les former nous-mêmes, etc. La nouvelle solution, par exemple, du ministère de l'Emploi avec les non-diplômés, c'est une bonne solution pour le secteur textile. Mais il faut sortir des villes. Il y a maintenant déjà des initiatives pour ça. Maintenant, l'État ou les pouvoirs publics ou les régions doivent proposer une offre foncière correcte. Donc vous revenez au foncier. Bien sûr, c'est hyper important. Il n'y a pas de main-d'œuvre et on n'arrive pas à trouver maintenant des zones industrielles équipées qui répondent aux exigences des clients américains ou européens. Maintenant, pour avoir un bon bâtiment dans les conditions de sécurité, qui a accès à l'énergie renouvelable, qui a accès directement à la douane, etc. Ce sont maintenant des solutions qui doivent intégrer dans la conception des zones industrielles. Et aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'offres, malheureusement. Et ça, c'est dans toutes les régions, pas que Casablanca. Oui, mais on le voit. On voit qu'il y a une réelle volonté des pouvoirs publics d'orienter l'investissement dans le textile ou autre vers ces régions qui manquent. Alors, là, c'est le serpent qui se mord la queue. Ce sont des régions aussi qui souffrent d'un très grand taux de chômage. Et de l'autre côté, vous dites qu'en fait, on manque de main-d'œuvre. Donc, en fait, peut-être qu'on manque de main-d'œuvre dans les grands pôles, pour ne citer que Casa ou Tanger, ou Fès, Meknès. Mais ailleurs, peut-être qu'il y a de la main-d'œuvre dans l'oriental ou que sais-je, mais qu'elle n'est pas exploitée. Oui, mais comment attirer le capital dans ces régions-là? Moi, à mon avis, pour attirer le capital, les investisseurs dans ces gens-là, il faut leur proposer une offre complète pour encourager l'investissement. On va commencer par le foncier. Pour moi, la main-d'œuvre, s'il est là mal formée, ce n'est pas un problème parce que les entreprises forment eux-mêmes, ils peuvent former au sein des entreprises. Et la majorité des entreprises aujourd'hui forment au sein de l'entreprise. Comme on n'arrive pas à trouver de main-d'œuvre, donc on est obligé de former. Maintenant, si on trouve des solutions que les pouvoirs publics, les régions, etc., jouent dans ce schéma, c'est top. Si on arrive à trouver le foncier abordable, trouver la main-d'œuvre qu'on peut former, je pense que beaucoup de gens vont pouvoir s'installer et rapidement. C'est vous qui le dites, on ne sait pas. Peut-être qu'ils vont aller investir dans les mobiliers. Il y a déjà des initiatives dans le secteur textile. Je vous donne des exemples. À Garci, Vataza, à l'Araïch, à Aqsa Kabir, à Aqsa Sgher, à Oujda. Ce sont des initiatives qui ont déjà commencé pour le secteur textile. Très bien, c'est une bonne nouvelle pour le secteur. Mais est-ce qu'il fait bon d'investir dans le textile aujourd'hui au Maroc, Tariq Fkak? Vous qui êtes un conseiller, vous êtes partenaire au cabinet de conseil Forvis Mazars. Maintenant, je reviens à ce que je disais. Si on a le bon produit, avec le bon marché, avec le bon accès, avec des démarches suffisamment intéressantes, oui. Maintenant, si on va dupliquer un modèle qui est là
dépendre d'un seul donneur d'ordre, au moindre mouvement, au moindre problème qualité, on se retrouve dans des difficultés, on va dire, relativement importantes, ce n'est pas spécialement attractif. Donc, si on reste sur l'ancien modèle. Donc maintenant, diversification. Diversification, choix stratégique, ne pas aller sur une approche volume ou une compétitivité coût, mais vraiment sur des marchés de niche sur lesquels on peut avoir une différenciation que ne pourrait pas avoir notre concurrent au Mexique, au Bangladesh ou en Chine. Dikra Ait Nasser, quelle est cette différenciation que vous vendez aux acheteurs américains du produit marocain? La logistique, ça c'est très important, c'est-à-dire qu'on est à 10-12 jours dans l'eau du Tanger Med vers New York, ça c'est pour eux c'est très important, surtout la côte est des États-Unis. Pour eux, la qualité, la touche européenne, c'est-à-dire que pour ce qu'ils appellent du needle, donc quand ils voient le produit, ils savent qu'il a quelque chose de spécial, donc ça, le savoir technique industriel il est très très bien. Après, il faut surtout lui régler des problématiques comme le tissu, la chaîne de valeur. Nous, on a trouvé une solution. On a fait un partenariat avec un agrégateur américain. Donc, ils ont des tissus de partout dans le monde. Ça nous facilite la tâche. Donc, on a trouvé ça comme solution pour aider les industriels. Comme ça, ils pourront vraiment switcher de la sous-traitance vers le produit fini. J'insiste sur le fait qu'il faut les comprendre parce que c'est un marché qui, si on veut aller chercher le marché de niche, c'est un marché premium. Et le premium, il a une approche commerciale spéciale. Donc, ils veulent du service. Et aux États-Unis, le service, c'est la qualité. Exactement. On va finir sur ce message. Les textiles ont un bel avenir devant lui au Maroc. En quelques mots, Faisal Ahmadi. Oui, en tant qu'industriel et président de la MIT de la région Casablanca, nous sommes très optimistes par rapport à notre avenir. Les contraintes sont là, les défis sont là, mais on a de très grandes opportunités avec nous, pour nous. La carte de supply chain mondiale est en train de changer. Il y a une opportunité, la baisse du business en Turquie, c'est une opportunité pour le Maroc. Si on trouve des complémentarités, je reviens, il faut pour nos clients présenter maintenant une offre régionale et non seulement une offre marocaine. Et on a des atouts à jouer par rapport à nos voisins. Merci. On a commencé par l'optimisme et on finit avec une note d'optimisme. C'est bien. Merci beaucoup. Merci Faisal Ahmadi. Merci Dikra Ait Nasser. C'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Et merci à vous également, Tariq Fekek. C'est un plaisir. Marhaba. Voilà, c'est la fin de cet épisode Question d'Actu. Très bonne soirée à tous.